bien, tout d'abord, bonjour et bonne année à tous. Je vous remercie d'être venus si tôt dans l'année et dans un froid, enfin qui est encore supportable, pour donc ce cours qui va porter cette année sur, comme le dit le titre, JN, n'est-ce pas? Comme d'habitude, je vais faire une introduction générale qui... Les deux premiers cours seront plutôt généraux, et avant d'entrer dans le vif du sujet, au troisième cours. Donc ce cours constitue la 6e année de notre enquête sur la philologie de la civilisation japonaise. C'est l'intitulé de notre cours, n'est-ce pas? Et chaque année, je ne manque pas de souligner combien cet intitulé peut surprendre et combien il est peu compris, voire mal compris. Et j'en vois une nouvelle preuve dans la dernière livraison de l'annuaire du Collège de France, qui n'est pas la publication la plus lue de France, mais mon cours apparaît sous la forme Philologie et civilisation japonaise. Vous voyez, même dans la maison, on ne comprend pas très bien ce que je fais. C'est pour ça qu'il faut que je répète un peu quelle est l'orientation de ce que j'entends par ce terme. On pourrait dire qu'elle est orientée par un terme que l'on est peu habitué à utiliser dans un contexte japonais, mais dont j'estime qu'il a joué dans l'histoire culturelle de ce pays un rôle au moins aussi important que dans des aires culturelles où il a davantage cours. Je veux parler de la question de la langue. L'appellation peut apparaître trompeuse. On ne peut comparer ce qui s'est passé au cours de l'histoire longue du Japon aux débats enfiévrés qui ont agité la Grèce des 19e et 20e siècles, avec ce qu'on appelait en grec moderne to zitimatis glossas, n'est-ce pas, la question de la langue. Débats qui ne se sont apaisés sans néanmoins disparaître complètement qu'en 1974. La question de la langue, posée en des termes que nous pouvons comprendre assez facilement par comparaison avec l'exemple grec, est effectivement apparue dans ce sens, enfin, mutatis mutandis, au Japon à la fin du XIXe siècle et touchait directement à la question de la modernisation du pays, à peu près synonyme d'occidentalisation. D'ailleurs, je vous donne une anecdote en passant, comme dirait une comique d'autrefois. Vous voyez que la transformation, à droite, vous avez ce qu'on appelle le bunkabocho, n'est-ce pas? Alors, le bunkabocho, c'est le couteau civilisé, le couteau culturel, c'est-à-dire que ce sont les nouveaux couteaux japonais, les couteaux qui se sont imposés au Japon dans le cours du XIXe siècle. D'ailleurs, il se peut que bunka ici n'ait pas le sens de culture, mais simplement de l'ère bunka, qui était une ère japonaise du début du XIXe siècle. Simplement, la plupart donc les couteaux qui se sont imposés à l'ère bunka. Et ils sont utilisés le terme est utilisé par comparaison, par contraste avec ce qu'on appelle aussi wabocho, n'est-ce pas, les couteaux à la japonaise, les couteaux à l'ancienne. Alors, je ne suis pas spécialiste des couteaux. La grande différence est dans la symétrie de la lame, n'est-ce pas? Mais ça, je n'entrerai pas dans les détails. Simplement pour vous signaler que cette question de la langue est liée au transfert de la culture à la fin du XIXe siècle. Donc, la question de la langue au Japon, il s'agissait de modeler la langue écrite sur le modèle de la langue parlée, ce qu'on appelle le Genbun Ichi, n'est-ce pas, la concordance du parlé, de l'oral et de l'écrit. Et les débats s'orientèrent dans une direction assez naturelle, portant sur la norme grammaticale, les néologismes, voire le choix de la langue elle-même. Nous en reparlerons au fur et à mesure. Comme on s'en sera aperçu au cours des années précédentes, ce n'est pas sur ce terrain que porte notre enquête. L'une des raisons du choix du mot philologie est la richesse historique et conceptuelle de ce terme. Et en plus, il signifie aussi en grec, il ne faut pas oublier, l'amour du bavardage, n'est-ce pas, ou le bavardage, ce qui peut être l'un des défauts de ce cours. Et c'est un terme qui a accompagné la culture européenne depuis au moins l'époque de Platon, avant de connaître un développement singulier avec l'œuvre de Marcianus Capella, de la première moitié du Ve siècle, Les Noces de Philologie et de Mercure, dans une longue allégorie où la philologie
apparaît comme la seule science humaine, puisque la philologie est une femme, une mortelle, digne de devenir l'épouse du divin Mercure, Hermès. Pour ce faire, elle sera élevée au rang des dieux et munie de 7 servantes qui constitueront les arts libéraux du Moyen-Âge, la grammaire, la dialectique, la rhétorique, géométrie, arithmétique, astronomie, harmonie. Ce sont les 3 premiers termes qui nous intéressent. Si le propre d'une allégorie est de pouvoir être remis au goût de chacun, nous nous permettrons de diverger de Marcianus Capella en réorientant le sens de ce mariage. Dans le texte de Marcianus, Mercure se voit successivement refusé par Sophia, à qui la sœur de Mercure, Minerve, conseille de rester comme elle célibataire. Il est refusé aussi par la divination, Mantike, qui est déjà promise à Apollon, et par l'âme, Psyché, dont on sait les relations qu'elle entretient avec Cupidon, Eros. Il nous plaît de retenir ici que philologie est purement humaine, et nous la considérerons telle qu'elle fut le plus souvent comprise, c'est-à-dire comme l'effort studieux de l'intelligence dans sa recherche du sens des textes. Pour Mercure, nous retiendrons, en nous éloignant davantage encore de Marcianus Capella, que c'est le dieu des interprètes, des herméneutes. L'alliance des deux, soutenue par les 3 premières servantes, permet d'entrevoir ce que nous tentons. Comprendre comment la relation langagière qui s'est établie au cours des siècles au Japon s'est réalisée comme une hermétique permanente des textes de langue chinoise en japonais, et comment cette herméneutique a transféré au sein de la langue japonaise toutes les potentialités sémantiques du chinois en les insufflant aux mots japonais, avec évidemment la culture qui est derrière. L'enquête philologique telle que nous la comprenons consiste à redécouvrir, à mettre au jour cette relation herméneutique. Si elle peut apparaître difficilement identifiable de prime abord, nous pensons avoir montré depuis 5 ans combien en réalité elle affleure sous les textes. Il suffit de les lire de façon attentive, c'est-à-dire en ayant autant que possible à l'esprit les sources chinoises avec lesquelles ceux-ci dialoguent. Ce lien essentiel entre les 2 langues est toujours présent de nos jours, mais il n'est pas nécessaire que les locuteurs l'aient eux-mêmes présents à l'esprit de nos jours et comme au cours de l'histoire japonaise. Je reviendrai là-dessus, mais vous vous souvenez de ce que nous avions, de quelques traits que nous en avons découverts, particulièrement dans les 2 dernières années. On ne peut demander à tout le monde d'être philologue. On pourra d'ailleurs nous reprocher d'être nous-mêmes trop attentifs à ce rapport, en courant ainsi le danger de nous désintéresser de l'intention originale de l'écrivain et de ne faire apparaître la littérature et la pensée japonaise comme un simple démarquage du modèle chinois. Mais c'est précisément sur ce point qu'il faut insister. À notre sens, la philologie de la civilisation japonaise, bien plus clairement que dans les autres aires culturelles et linguistiques de l'Eurasie, met en évidence ce qui est le fait de toutes les civilisations qui s'y sont succédées et qui y cohabitent encore, à savoir qu'elles s'inscrivent toutes dans un mouvement continu d'émulation, dont on néglige trop souvent le fait qu'il est fondé sur la concurrence langagière. La raison de cette négligence est simple, ou peut-être est-ce une façon simpliste de l'énoncer. L'histoire des cultures eurasiatiques est découpée selon les peuples et les religions, et l'évolution des rapports politiques entre peuples, nations, religions tend à faire passer au second plan ce qui devrait être à nos yeux au premier, le fait que ces rapports pourraient être reconstitués à partir de l'histoire des langues. Or, au Japon, nous avons la chance d'avoir un royaume dont la partie centrale, disons les 3 grandes îles de Honshu, Kyushu, Shikoku, a bénéficié de 14 ou 15 siècles d'histoire, disons de l'an 400 au milieu du XIXe siècle, aux conditions singulières, puisqu'il doit s'agir de l'un des rares endroits du monde, de l'Eurasie en tout cas, qui resta à l'abri des invasions étrangères et qui ne tenta qu'une seule fois une aventure continentale à la fin du XVIe siècle. Je ne parle pas de l'origine de l'histoire du Japon, n'est-ce pas, avec les expéditions, les Mimana, etc. Nous avons trop peu de choses pour en parler, étant bien entendu que ça joue un rôle important dans le transfert des langues à cette époque-là, entre l'an 400 et 600. Donc jusqu'à la fin du XVIe siècle, pendant les 6 années de la désastreuse expédition de Toyotomi Hideyoshi. C'est-à-dire que l'évolution du langage n'a pas été influencée par les mouvements politiques habituels sur le continent, politique et géopolitique, fondés sur l'invasion et la domination, mouvement dont la violence fournit une explication superficielle à l'évolution des langues. Nous avons la chance donc d'observer au Japon
une rencontre de deux langues étrangères l'une à l'autre, rencontre qui se déroule sur un temps très long sans être accompagnée des guerres et invasions qui sont l'un des moteurs de l'histoire linguistique continentale. Il est d'autant plus intéressant de constater que le mouvement général de cette rencontre est parallèle à ce que nous trouvons dans les autres grandes aires culturelles, mais qu'il se présente en même temps de façon, pour ainsi dire, épurée, débarrassé qu'il est des éléments adventices et, pour notre propos du moins parasitaires, que sont les facteurs contingents dont les historiens font leur pain quotidien, invasion, révolte, révolution. L'exemple japonais nous montre ce que peut être en philologie, pour reprendre le titre d'un livre célèbre, la possibilité d'une île. Et d'ailleurs, on pourrait penser à faire une sorte de philologie insulaire, n'est-ce pas? Regarder dans plusieurs îles comment la situation très particulière des îles a développé aussi une situation linguistique particulière, que l'on pense à l'Islande, à Malte, à Ceylan, à Java, et plus loin encore en Polynésie, Nan Madol, n'est-ce pas? Donc cette possibilité d'une île est fournie par le Japon. Et c'est aussi en cela qu'il peut servir de paradigme, comme on dit maintenant, pour définir les principes de base de l'évolution des langues dans le cadre de ce que nous avons appelé la hiéroglossie. Au Japon, la langue de prestige, la langue des classiques, la langue des sutras bouddhiques, de la pensée, de l'histoire, des sciences, en un mot la hiéroglosse, la langue supérieure de prestige et la langue hiérarchiquement supérieure, le chinois classique, tel qu'il s'est développé à partir du milieu du premier millénaire avant notre ère, s'est imposé, pour ainsi dire, de lui-même, en tout cas sans intervention du pouvoir chinois. Si intervention du pouvoir il y eut, elle fut restreinte à la cour et à la noblesse japonaise, qui avaient naturellement identifié la culture chinoise comme source de toute légitimité étatique. Et en même temps, ainsi que nous l'avons souligné nombre de fois au cours des 5 dernières années, cette reconnaissance délibérée et non contrainte par l'occupation étrangère de la supériorité continentale s'est trouvée contrebalancée dès le début par une puissante conscience de l'indépendance de la langue japonaise. On s'en souvient, car cela fut suffisamment répété, cette conscience s'appuyait sur un mythe. Non seulement le japonais était la langue du peuple de l'archipel, de l'ensemble du peuple, convient-il de rappeler, et les préfaces des recueils poétiques officiel ou non, on le répète à l'envi, c'est la langue de la noblesse comme du petit peuple, des empereurs comme des pêcheurs et des bûcherons. Donc, cette langue donc, qui est considérée comme allant dans toutes les couches sociales est le pendant du chinois. Et c'est en soi assez remarquable. Comme on l'aura compris à présent, langue au Japon est synonyme de poésie. La poésie japonaise, le waka, est l'acte de langue, le kotowaza, n'est-ce pas, l'acte de langue japonais par excellence. Et il est cultivé par les gens de toutes conditions, à égalité en quelque sorte. Cette vision d'une langue pour l'ensemble du peuple, du souverain aux petites gens, contraste avec les représentations linguistiques des voisins continentaux du Japon, où la langue, que l'on n'appelait pas encore langue nationale, n'est-ce pas, puis c'est un terme qui a été employé dans ce sens moderne à partir du XIXe siècle, un peu plus tôt en Chine, mais avec d'autres nuances, mais aussi bien du Vietnam jusqu'à la Corée et au Japon. Donc cette langue est dans les pays de civilisation chinoise, mais hors du Japon, est considérée comme celle du peuple ignorant. La classe dirigeante, elle, étant censée maîtriser le chinois. Bien entendu, cette légitimité du japonais comme langue de l'ensemble du peuple reposait sur une vision encore plus transcendante, l'origine divine du premier acte de langue japonais, du premier poème japonais, s'entend, n'est-ce pas, le kotowaza, l'acte de langue, qui est dû au dieu Susanoo no Mikoto. Le poème japonais est ainsi le signe d'une relation particulière entre le peuple et ses divinités, et qui a comme lien la langue. Nous avons relevé ailleurs l'intéressante évolution des idées japonaises sur cette origine divine. Tous les textes anciens, du Kojiki et du Nihon Shoki, jusqu'aux préfaces et traités de Heian, le Kojiki et Nihon Shoki, je répète, c'est le début du 8e siècle, n'est-ce pas? Donc tous ces textes de l'époque de Nara et Heian, et avant Nara même, répètent invariablement l'attribution à Susanoo no Mikoto, dont on sait qu'il s'agit d'un dieu pour le moins paradoxal, et auquel on aurait pu préférer des divinités plus prestigieuses, ou moins controversées. Et c'est bien ce qui s'est passé. Nous voyons à l'époque de Muromachi, au XVe siècle,
dans un no de Kanze Motomasa l'origine du waka qui n'est plus attribuée à Susanoo no Mikoto, mais aux deux prestigieuses divinités Izanagi et Izanami, appelées ici donc ce sont les parents en quelque sorte de Susanoo no Mikoto, n'est-ce pas? Et qui sont appelés d'ailleurs dans ce no les dieux du yin et du yang, Onmyo no Nishin, les deux dieux du yin et du yang, de l'Onmyo, de la divination aussi. Ainsi, nous pouvons dire que le poème japonais est non seulement d'origine divine, mais que son caractère divin même connaît une nette progression au cours des siècles au Japon. Nous avons donc une situation ici, dans l'archipel japonais, une situation langagière intéressante. Une langue de prestige, de culture, une hiéroglosse, je le répète, qui est le chinois classique, importée librement par les Japonais eux-mêmes, transmise par des précepteurs chinois et surtout coréens jusqu'au XVIIe siècle. Quand je dis coréen, n'est-ce pas, c'est une simplification de la situation politique à l'époque. Cela va du Kogoryo, de l'état de Kogoryo jusqu'à l'état de Silla, même, et essentiellement de Pekche, n'est-ce pas, de Kudara, donc, qui était précepteur la plupart du temps invité par les autorités ou arrivé dans des missions diplomatiques officielles, donc d'une part cette hiéroglosse, et d'autre part une langue autochtone que j'appellerais une laoglosse, la langue du peuple, qui ne l'est que parce qu'elle est aussi une théoglosse, excusez-moi de ce terme grec, une langue des dieux. La laoglosse, la langue du peuple, est aussi théoglosse, langue des dieux. Ne tombez pas dans le malentendu que j'ai eu la surprise de découvrir un jour quand j'avais parlé de laoglosse. Quelqu'un m'a dit mais je ne savais pas que le laotien avait une importance au Japon. Ça n'a rien à voir avec lui. Donc, toute proportion gardée, nous pourrions évoquer à ce propos les rapports entre les langues grecques et latines. Certes, les dieux savent que ces rapports furent éminemment influencés par une relation fondée sur la domination militaire et politique, mais du point de vue philologique, le rapport était inversé. On ne peut dire que la Grèce chercha à imposer sa langue à Rome, ou plutôt elle ne le fit que passivement, à son corps défendant. Ce sont les Latins qui furent à l'origine de la longue, patiente et fructueuse entreprise de démarquage du grec en latin, entreprise sur laquelle toutes les langues européennes vivent encore. Et, en conséquence du mouvement de généralisation culturelle des deux derniers siècles, une entreprise dont les effets se sont désormais étendus à l'ensemble des langues et des cultures du monde. Ces deux exemples de la relation hiéroglossique gréco-latine et sino-japonaise, s'ils ne sont pas commensurables, nous indiquent toutefois qu'on peut en dégager une philologie qui ne soit pas seulement l'amour du bavardage, mais surtout une enquête qui puisse se situer presque intégralement au niveau langagier. Cette démarche peut nous mener assez loin. Et je voudrais souligner combien nous est précieuse la conclusion de notre collègue Florence Dupont dans sa récente communication sur l'Énéide comme texte fondateur. Je crois même que c'était ici, au Collège de France, en tout cas au mois de juin, dans le second colloque consacré à la hiéroglossie. Dans sa communication, Florence Dupont esquissait une dynamique de l'histoire de la langue latine aux mains des poètes de l'âge d'or, comme une montée vers l'élaboration de l'hexamètre dactylique. Si vous voulez, le but, la cause finale du latin, c'était l'apparition, le transfert parfaitement réalisé du maître grec, de poétique grecque de l'hexamètre dactylique en latin. Alors, tout en étant bien conscient de simplifier une démonstration subtile et originale, on ne peut qu'être intrigué par la perspective d'une courbe parallèle dans l'histoire philologique du japonais. Certes, le waka est pour ainsi dire donné d'emblée dans sa mythologie fondatrice, mais la plus grande part de son histoire au cours de l'époque de Heian peut être considérée comme une apothéose, on pourrait peut-être dire une apoboudose, de ce genre littéraire, un long et sûr procès qui le mène à une nouvelle dimension, non seulement comme expression première d'une divinité, mais comme porteur des vérités bouddhiques à l'intérieur de la langue japonaise. Dans le cas du Japon, le perfectionnement n'est pas formel, le waka est réalisé dès le début, n'est-ce pas, mais d'ordre salvifique, si j'ose dire. Plus encore que ce qui est suggéré dans la fameuse formule waka soku darani, nous en avons suffisamment parlé pour que je n'y revienne pas pour l'instant, je devrais y revenir à cause de JN, bien sûr. Les waka sont des darani, donc des formules, des formules porteuses d'efficacité, les darani étant un mot sanskrit. Donc,
c'est cette formule par laquelle les wakas sont assimilés au mantra et au dharani, ce qui a une portée somme toute restreinte, puisqu'elle implique que la récitation d'un poème a la même puissance que celle d'une formule sanscrite. Idée qui nous mène rapidement à l'emploi des wakas comme formule magique à fin thérapeutique. Ça a été magistralement étudié par notre maître et ami Hartmut Rotermund. Donc, plus encore donc que cette efficacité immédiate, la véritable portée de la poésie japonaise, disons-le et relisons-le ici, et je cite celui qui sera le héros de cette année, c'est Jien, voici la citation en japonais, et je la traduis en français, puisqu'il s'agit du mode d'expression de notre pays, vous voyez, kuni no kotowaza nareba, kotowaza, c'est par la seule voie de la poésie japonaise que doit pouvoir se réaliser la voie de Bouddha. Je n'insiste pas sur la difficulté grammaticale, j'en ai déjà parlé de naru, n'est-ce pas, qui est ici utilisé comme transitif, butsudo o naru, au sens d'effectuer, de réaliser, mais ça se trouve. Donc, puisqu'il s'agit du mode d'expression de notre pays, c'est par la seule voie de la poésie japonaise, sous-entendu, que doit pouvoir se réaliser la voie de Bouddha, de même qu'elle permet de gouverner le royaume. Est-il besoin de rappeler que cette phrase est de Jien? Nous pouvons ainsi le considérer comme le point d'aboutissement de cette histoire du waka des origines à la fin de l'époque de Heian, notre Jien. Et c'est à dessein que nous n'omettons pas la seconde partie de la phrase. La voie de la poésie permet de réaliser la voie de Bouddha, une idée qui aboutira rapidement à l'identification des deux voies, n'est-ce pas? La voie de la poésie japonaise est la voie de Bouddha, Kado Soku Butsudo, Sunawachi Butsudo Nari, mais elle permet aussi de gouverner le pays, Shikoku, dans un procédé très, très fréquent qui est le moteur un peu de notre recherche. Vous voyez que l'expression chinoise bien connue de gouvernance du pays, gouverner le pays, est ici développée en japonais. Donc, elle est en ce sens aussi non seulement Butsudo, voie du Bouddha, mais voie royale ou voie du souverain, Odo, aussi efficace dans l'une et l'autre dimension. La poésie japonaise, l'acte de parole japonais par excellence, le kotowaza, et n'oubliez pas, je fais exprès d'utiliser ce mot qui a une histoire assez compliquée et qui n'a pas du tout dans le sens de proverbe. Évidemment, tous ceux qui connaissent un peu le japonais pensent à kotowaza comme proverbe. Les premières occurrences n'ont pas du tout ce sens. Au contraire, c'est pour ça que je préfère le traduire par l'acte de langage, l'acte de parole. Donc, la poésie japonaise opère ainsi dans le monde du phénoménal, le monde politique, et dans le monde de la réalité supérieure. Il évolue donc dans le monde des deux vérités. Ces idées nous sont désormais familières. Certes, elles nous sont familières, mais nous voyons s'esquisser ici, dans un cadre purement japonais au sens politique, s'entend, puisque nous voyons bien que toute l'affaire tourne autour de la relation entre deux, voire trois langues, parce qu'il y a derrière aussi la langue sanscrite, la langue des bonji, n'est-ce pas, les lettres brahmiques sur lesquelles nous avons beaucoup insisté dans la troisième année. Donc une seule de ces langues est autochtone, le japonais bien sûr, ce qui s'est retrouvé par ailleurs dans tout l'espace eurasiatique. Nous avons parlé du latin et du grec, du féroce vainqueur qui s'est mis docilement à l'école de son captif, pour reprendre le vers célèbre d'Horace. Nous aurions pu mentionner, à l'autre bout de l'Eurasie et de l'histoire, le peuple mandchou, qui s'est retrouvé dans l'embarrassante position de dominer un royaume dont la culture le subjuguait. Son sort, le sort de la Mandchourie, fut réglé en 2 siècles, suffisamment longtemps pour voir l'éclosion d'une importante littérature que l'on pourrait qualifier de secondaire, en ce qu'elle s'appuyait entièrement sur la culture chinoise, constituant ainsi l'un des meilleurs exemples de hiéroglossie que l'on puisse trouver, donc d'une littérature qui combinait les classiques chinois, le canon bouddhique, les romans chinois importants. Mais le déséquilibre était trop grand et les Mandchous se trouvèrent finalement absorbés dans la population et la culture chinoise. Il est d'ailleurs intéressant de voir à ce sujet que la tentative d'élaboration du Manchukuo par la politique impérialiste japonais entre 1932 et 1942, à peu près une dizaine d'années, n'a tenu aucun compte de la situation linguistique de la Mandchourie,
Ce qui, du point de vue de l'efficacité de cette politique, a été une grave erreur. Et elle s'est même accompagnée d'une sorte d'imposture linguistique. Parce que si vous regardez les manuels de mandchou, n'est-ce pas, qui ont paru au Japon dans cette époque-là, ce n'est pas du tout du mandchou, c'est du chinois du nord, du pékinois, n'est-ce pas? Les Japonais appelaient Manchugo ce qui n'était que du Chugokugo, n'est-ce pas? Mais on a essayé de fonder une fiction linguistique selon laquelle le chinois, le pékinois aurait été du mandchou. Et alors qu'il y avait encore une population qui parlait le mandchou, une population encore assez importante pour l'époque. Enfin, il y avait plusieurs centaines de milliers de personnes. Ça aurait pu constituer un noyau de renaissance de la langue, mais les Japonais se sont complètement désintéressés de la situation linguistique et on voit que c'est un tort. Une autre ère privilégiée pour l'étude des relations hiéroglossiques est l'immense empire de la langue arabe. Nous y avons déjà plusieurs fois fait allusion au cours des années passées, et en particulier aux relations agitées, tempétueuses entre l'arabe et le persan, qui sont loin d'être apaisées, et qui trouvent au contraire une complexité croissante avec la situation tadjik en Asie centrale, n'est-ce pas? C'est une situation tout à fait passionnante et qui mériterait d'être étudiée. D'ailleurs, des gens l'étudient. Au Japon, il y a une prise de conscience de l'importance de cette situation de langue persane en Asie centrale. Au Tadjikistan, donc un pays d'Asie centrale issu de la chute de l'URSS, la situation se complique par l'intervention d'une langue de pouvoir, le russe, et d'une langue de contact, l'ouzbek, sans compter la question de l'écriture. Et là, il faut faire intervenir aussi la hiérographie, qui ne peut être ignorée dans la hiéroglossie. Notre collègue François Desroches, qui s'occupe maintenant de l'histoire du Coran au Collège de France, a d'ailleurs utilisé le terme de hiérographie dans sa leçon inaugurale. Donc toujours dans l'ère hiéroglossique arabe, qui est fort différente dans son contour culturel de l'ère géographique arabophone proprement dite, les questions qui se posent dans les langues turques, que ce soit le turc de Turquie ou le turc oriental, que l'on appelle à présent ouïghour, ou bien dans le sous-continent indien, avec le cas de choix pour nous qui est la relation entre hindi et ourdou, tout cela nous offre des exemples de relations langagières que nous pourrions mettre sans peine en parallèle avec ce que nous avons étudié dans le domaine japonais. Mais nous voyons bien, encore une fois, à quel point l'investigation langagière est perturbée par la profusion des éléments extralangagiers. Si je peux faire allusion à la situation du Ouïghour, vous savez, qu'on appelait autrefois le turc oriental, là encore, nous avons une fiction linguistique, n'est-ce pas? Le gouvernement chinois de la Chine communiste a appelé le turc oriental, le turc de Kashgar, qui est parlé dans le Xinjiang actuel, ce qu'on appelait autrefois le Turkestan chinois, on l'a appelé ouïghour, alors que cette langue n'a... bien sûr, c'est une langue turque comme le vieux ouïghour, mais il n'a rien à voir avec la population ouïghour qui était autour du 8e siècle, du 8e, 10e siècle, d'abord dans la région et ensuite qui a été décalée beaucoup plus loin vers l'est. Et pour donner un sentiment de continuité linguistique tout à fait trompeur, on a appelé ouïghours les Turcs orientaux modernes, alors que leur langue est très proche de l'ouzbek et du kazakh et du kirghiz, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que le ouïghour actuel, enfin donc le ouïghour moderne, le néo-ouïghour, est la seule langue à peu près, enfin la seule langue turque officielle, gouvernementale, qui utilise l'écriture arabo-persane. Toutes les autres langues turques utilisent soit l'écriture latine, soit l'écriture cyrillique encore. Vous savez que ça change. L'Ouzbékistan est passé du cyrillique, enfin à l'origine c'était en lettres latines, enfin, elle est passée du cyrillique au russe, à lettres latines. Et le ouïghour, auquel les Chinois, pendant la révolution culturelle, avaient imposé une translittération latine, mais fondée sur la phonétique chinoise, il a connu un phénomène de rejet de cette écriture latine, le plus violent de toute l'histoire des peuples turcs modernes, si bien que les Turcs, les néo-ouïghours, n'est-ce pas, sont revenus à l'alphabet arabo-persan
dès les années 70, et maintenant on n'utilise jamais, sauf sur l'Internet, l'écriture latine, ce qui montre bien, encore une fois, qu'il ne faut pas négliger les facteurs linguistiques. Donc c'est un aparté, une digression plutôt, qui montre que ce n'est que dans la relation sino-japonaise que nous pouvons poursuivre notre enquête à l'abri de ces perturbations et observer comment ces deux langues ont évolué dans un espace défini, sans ingérence extérieure notable. Le Japon n'a pas connu d'arsenal législatif pour imposer la langue japonaise à l'encontre de la langue chinoise. Si l'on connaît des décrets concernant la langue, tel celui de 792, n'est-ce pas, la 11e année de l'ère Enryaku, sous le règne de l'empereur Kammu, mais c'est un décret qui imposait la lecture des caractères chinois dans la prononciation Kan'on, au lieu de la prononciation Gohon. À part ça, nous n'avons pas d'équivalent d'ordonnance de Villers-Cotterêts au Japon. En l'absence de législation jusqu'à l'époque moderne, en l'absence d'influence étrangère, nous pouvons donc constater et maintenir que le rapport entre les deux langues est singulier. Peut-être est-ce le moment de rappeler un point qui va certes sans dire pour tous ceux qui connaissent la situation linguistique au Japon et dont l'importance est immense pour comprendre le caractère singulier de l'évolution de la question de la langue. Cela nous ramène à la distinction entre langue et écriture. Alors que nous traitons de la question de la langue, il faut rappeler qu'au Japon, à l'époque historique, je laisse de côté la langue aïnou, n'est-ce pas, qui est quelque chose de passionnant en soi, mais elle n'interviendra que peu, encore que je vous renvoie aux travaux d'Alexandre Vovin, qui montrent bien que à l'époque du Manyoshu, n'est-ce pas, donc au milieu du 8e siècle, la langue aïnou était encore très présente en bruit de fond dans la culture japonaise, et comme vous le savez, je vous l'ai peut-être déjà rappelé ici, il a montré que dans un texte aussi prestigieux et fondateur de la littérature japonaise qu'est l'Issei Monogatari, qui précède de peu le Genji Monogatari, donc un texte du Xe siècle, nous avons certainement un fragment de poésie qui ne peut s'expliquer que par la langue aïnou. Mais à part cela, donc à l'époque historique largement parlée, on n'a jamais parlé qu'une seule langue, la langue japonaise. Tout ce qui fait l'objet de notre enquête sur la philologie de la civilisation japonaise concerne en réalité l'écriture. Mais c'est là que ça se complique, n'est-ce pas? L'écriture, utilisée au Japon dans ce contexte même japonais, note effectivement la langue chinoise classique, ce qu'on appelle le kambun au Japon, qui est réalisé oralement en langue japonaise seule. On n'a pratiquement jamais lu, on n'a jamais essayé de lire en chinois. Là aussi, je simplifie, il y a eu des essais et il y a eu après des sortes de renaissances. Mais disons que la question phonétique ne s'est pas posée de façon pesante. Les différences orales ne sont plus de langue comme elles le sont à l'écrit, car l'écriture chinoise se conforme bien sûr à la grammaire japonaise, à la grammaire chinoise, pardon. L'écriture chinoise se conforme à la grammaire chinoise lorsqu'on l'écrit, mais elles deviennent stylistiques lorsqu'on les lit oralement. Au fil du temps, des formes de japonais classique se sont spécialisées pour rendre des tournures de chinois classique. Vous en connaissez tous, n'est-ce pas, les formes. Iwaku, par exemple, ce sont des tournures qui n'étaient plus utilisées que pour lire le chinois classique et qui se sont imposées dans la langue japonaise jusqu'à la langue japonaise moderne, comme des réminiscences du kambun, du kundoku. La question du vocabulaire est aussi importante. La réalisation orale du chinois classique tolère et encourage même le vocabulaire sino-japonais, marque du style savant, et contraste en cela avec le style japonais du waka et des monogatari classiques, des récits classiques. Ainsi, la langue chinoise écrite au Japon donnera naissance au style mixte sino-japonais. Il y a plusieurs appellations, le wakankonkobun, n'est-ce pas, le style hybride sino-japonais, qui triomphera dans les grands récits historiques et dans la prose savante, les essais, pour ensuite présider à l'évolution du japonais moderne, une fois que l'on se sera converti à l'usage de la langue moderne. Et là encore, cette langue moderne japonaise est une langue hautement artificielle, dont le vocabulaire reprendra en grande partie ce style sino-japonais. Et là aussi, on peut faire la comparaison avec ce qui s'est passé
grec moderne, puisque vous savez que la question de la langue s'est résolue en 1974 avec la chute des colonels en Grèce. On a imposé la langue prétendument populaire, la démotique, n'est-ce pas, la zimotiki, mais en mélangeant en réalité tout le vocabulaire que vous trouvez enfin la plus grande partie du vocabulaire que vous trouvez dans la presse en grec moderne, c'est un vocabulaire savant. La situation en cela est tout à fait parallèle à ce qui s'est passé au Japon. Et paradoxalement, c'est le style japonais pur, n'est-ce pas, fondé sur les Yamato Kotoba, héritier direct de la prose d'art de l'époque de Heian, qui apparaîtra de plus en plus archaïque. Nous avons une langue donc et deux styles. Il faut avancer très prudemment dans nos assertions, mais l'on pourrait dire que contrairement à ce qui s'est passé dans la plupart des aires culturelles, où nous pouvons identifier des situations hiéroglossiques précises, pensons au rapport entre l'arabe et le persan, il est difficile de préciser au Japon, avant l'époque moderne, un sens de l'histoire langagier. Vous savez que beaucoup de linguistes ont une sorte de position progressiste innée. Il y a même certains linguistes qui soutiennent que toutes les innovations langagières sont des améliorations. C'est-à-dire que dire « je suis » plutôt que « sum » est une amélioration dans l'expression, dans l'expressivité de la langue. On pourrait en débattre, je ne le crois vraiment pas. Mais cette espèce de sous-entendu immédiat du sens de l'histoire langagier eh bien, est contrebalancé par l'exemple japonais, jusqu'à l'époque moderne en tout cas. Si les historiens des grandes langues orientales et occidentales se plaisent à montrer le progrès constant et irrésistible des langues vernaculaires, des langues nationales, comme on disait aussi au XIXe siècle, devenant langue nationale en échappant à l'emprise des hiéroglosses, il est difficile de se livrer au même exercice au Japon, car l'on voit parfois l'histoire changer de direction. C'est ainsi que les deux grandes époques de la littérature de style chinois et de langue chinoise, n'est-ce pas, se situent aux deux extrémités de l'histoire du Japon, à l'époque de Nara et la première moitié de Heian d'une part, et l'époque d'Edo, la dernière époque, donc singulièrement en sa toute dernière partie de l'autre, à la fin du XVIIIe siècle et largement dans le XIXe, n'est-ce pas. Nous verrions volontiers dans deux ouvrages caractéristiques la marque de ce triomphe du style chinois, donc du chinois écrit, avant les bouleversements de la modernité. Tout d'abord, ce que je vous donne ici, le Nihon Gaishi, ou l'histoire non officielle du Japon, publié en 1826, l'œuvre la plus connue de l'un des plus grands auteurs de style chinois de l'époque, Rai Sanyo, donc 1780-1832. Vous voyez, il est écrit à droite sous ses deux noms, sous son nom personnel, Rai Noboru, qu'on lit parfois Jo, et Shise, qui est un autre de ses noms littéraires. Cette habile remise en forme narrative, ça nous concerne aussi, vous allez voir pourquoi dans les prochains cours, n'est-ce pas, de lecture aisée et prenante de l'histoire du Japon à partir de la victoire de Minamoto no Yoritomo sur les Taira, qui vit l'avènement du shogunat de Kamakura à la fin du XIIe siècle, jusqu'à la prise du pouvoir par Tokugawa Ieyasu en 1600-1602, fut l'un des grands succès de librairie dès sa parution et pendant tout le XIXe siècle. Vous voyez, je vous ai donné une édition qui date de 1899. Une version en sino-japonais, qu'on appelle kakikudashi, et rappelons qu'il ne s'agit pas d'une traduction à proprement parler. Le kakikudashi est du chinois lu en japonais. Donc cette version en kakikodashi se trouve encore dans la plus répandue des éditions de poche, la Iwanami Bunko. Le professeur Saito Mareshi, et je vous rappelle que nous invitons cette année, donc du mois d'avril au mois de mai, le professeur Saito Mareshi de l'Université de Tokyo, qui nous fera 4 conférences sur le monde de la sinographie, n'est-ce pas, qu'on pourrait appeler aussi le Kanbun Bunkaken ou le Kanji Bunkaken. Et je vous invite à assister à ces conférences qui auront lieu le mardi à 5 heures. Je vous redonnerai bien sûr, vous pouvez trouver d'ailleurs le programme sur le site du Collège de France. Donc le professeur Saito Mareshi, sinologue et très intéressé par l'histoire de la langue japonaise du XIXe siècle, justement, nous rappelle que les critiques qui lui furent adressées par certains pédants n'ont pas de raison d'être. Le style chinois de Rai Sanyo
n'est nullement macaronique, comme on l'a pu appeler. Je proposerais de traduire par macaronique ce qu'on appelle en japonais le hentai kambun, n'est-ce pas, le kambun hybride, le kambun de forme mutante, en quelque sorte, et pour une raison très précise, parce que, vous savez, vous connaissez tous le latin macaronique, qui est une espèce de genre littéraire qui s'est développé au XVIe siècle, essentiellement au XVIe siècle, à partir de l'Italie, mais qui a essaimé dans toute l'Europe. C'est-à-dire que ce sont des récits drôlatiques, parfois souvent d'ailleurs mis en forme poétique, en hexamètre dactylique, justement, comme marque du latin, mais mélangés avec les langues vernaculaires de chaque pays. Vous avez du latin macaronique italien au début, français, anglais, polonais, allemand. Et pour toutes sortes de raisons, j'aurai peut-être l'occasion de revenir d'ici 2-3 ans là-dessus, on pourrait appeler le hentai kambun, donc le chinois macaronique. Mais justement, le style chinois de Rai Sanyo n'est pas du tout macaronique, comme le montre M. Saito Maléchi, n'est-ce pas? Il est au contraire profondément imprégné du style des grands historiens de la Chine antique, les auteurs des mémoires historiques de Sema donc, ou de Zhou Chuan. L'impression d'aisance, quand on lit ce texte, le Nihon Gaishi, l'impression d'aisance provient de ce qu'il se garde de rivaliser avec les auteurs chinois dans l'usage raffiné des allusions littéraires, qui illuminent le sens pour qui les comprend, mais placent le texte hors de la portée de qui n'a pas la culture indispensable pour le savourer. Quelques dizaines d'années avant que le Japon ne connaisse l'imprévisible bouleversement de Meiji, l'une des œuvres les plus influentes pour la pensée politique, qui mena précisément à ces bouleversements, car le Nihon Gaishi joue un rôle certain dans la restauration impériale, là aussi on pourrait en parler longtemps, n'est-ce pas? Donc, était ainsi rédigé dans la langue ou l'écriture qui aurait dû être de longue date supplantée par la langue nationale. Signe donc tout à fait étonnant de la non-linéarité des rapports langagiers dans le Japon insulaire, où ces rapports sont pour ainsi dire laissés à eux-mêmes et peuvent interagir librement sans intervention extérieure. Et force nous est de constater qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu dans l'histoire de ces rapports. Nous voyons plutôt au fil des siècles un dialogue constant, toujours renouvelé. L'autre œuvre... excusez-moi, on ne voit pas grand-chose. Oui. L'autre œuvre qu'il faut mentionner est presque contemporaine du Nihon Gaishi. Il s'agit aussi d'une œuvre historique, mais qui concerne l'histoire de la pensée japonaise, plus exactement sino-japonaise, puisqu'il s'agit d'une série de courtes biographies des lettrés qui ont propagé au Japon à partir de Fujiwara no Seika, donc il est mort en 1619, n'est-ce pas? Le système de pensée philosophique et politique connu sous le chinois, n'est-ce pas, connu sous le nom de néo-confucianisme, qu'on appelle souvent en japonais le Shushigaku, établi sous sa forme classique par le chinois Zhu Xi, qui est mort en 1200. Ce courant du confucianisme gagna en importance au point qu'en 1790, l'édit connu sous le nom de l'interdiction des doctrines hétérodoxes de l'ère Kansei, je ne l'ai pas donné, interdit formellement l'enseignement de tout autre système que le Shushigaku dans les établissements dépendants du shogunat. Donc, vous voyez, il n'est pas question, et là encore le professeur Saito le redit bien, n'est-ce pas, il n'est pas question d'imposer le néo-confucianisme dans tout le Japon, mais dans les écoles, les académies officielles du shogunat. Par ailleurs, vous pouvez enseigner ce que vous voulez. Ce triomphe, donc, se reflète dans la compilation d'un autre grand succès de librairie de la toute fin d'Edo, le recueil d'anecdotes sur les sages d'antan, Sentetsu Sodan, œuvre de Hara Nensai, confucianiste lui aussi, qui fut, sinon commandité, du moins récompensé par le Bakufu pour son travail. Hara Nensai est mort en 1820. Il est contemporain vraiment de Rai Sanyo. Paru en 1816, ce recueil réunit 72 biographies allant de Fujiwara Seika, donc à la seconde moitié du XVIIIe siècle, et allant de Fujiwara Seika jusqu'à la seconde moitié du XVIIIe siècle. Je rappelle encore une fois, cela intervient aussi dans notre histoire, que Fujiwara Seika avait hérité en quelque sorte de l'étude systématique du néoconfucianisme grâce à ses relations avec un prisonnier coréen, un lettré coréen
qui avait été capturé lors de l'expédition de Hideyoshi. Il était venu au Japon, il avait été consigné à résidence à Kyoto, il s'appelle Kanghang en coréen, n'est-ce pas, Ko en japonais, et Fujiwara Seika était en quelque sorte son référent vis-à-vis des autorités. Et ils dialoguaient entre eux en chinois classique. Nous avons quelques pages des échanges entre Fujiwara Seika et Kang Hang en chinois classique, et c'est tout à fait typique justement de l'utilité du caractère. Alors, non pas seulement hiéroglyphique du chinois à l'époque, mais aussi comme langue de communication, n'est-ce pas? Ce texte est encore relativement lu de nos jours. Comme pour le Nihon Gaishi, il en circula de nombreuses versions en sino-japonais, donc en kakikudashi, dont une est encore dans une collection très répandue, le Toyo Bunko. Et d'ailleurs, vous en trouvez aussi un kakikudashi bun sur l'Internet. Et comme pour le texte de Rai Sanyo, le style de Haranesai est typique du kanbun de l'époque. Recherché, mais malgré tout compréhensible d'un assez large public, comme le montre d'ailleurs son succès. Ainsi, la fin de l'époque d'Edo, la première moitié du XIXe siècle, voyait un renouveau de l'expression chinoise écrite au Japon tel qu'il ne s'en était pas produit pendant de longs siècles. Si nous portions le regard dans le domaine de la poésie, nous trouverions le même phénomène. De même que dans les études bouddhiques, l'érudition bouddhique cultivée à l'époque d'Edo a produit des monuments encyclopédiques et exégétiques comme on en avait rarement vu auparavant. Ces œuvres en chinois écrit ont connu un prolongement immédiat dans les époques qui suivirent, dans les époques Meiji, Taisho et la première moitié de Showa. En ce que le style dominant dans les textes savants, alors que le kanbun, à proprement parler, l'écriture en chinois classique, commençait à décliner fortement, était un véritable style mixte fondé sur le style des kakikudashi. On l'appelait aussi Yomikudashi Bun, n'est-ce pas? Le Yomikudashi et Kakikudashi sont à peu près synonymes, sauf que Yomikudashi, en principe, c'est lorsque vous l'effectuez oralement. Vous avez un texte en chinois, vous le lisez oralement en japonais. Le Kakikudashi, c'est lorsque vous transcrivez ce texte par écrit. Nous pourrions multiplier les exemples, notamment dans les études bouddhiques. L'un des domaines où le style classique sino-japonais s'est maintenu le plus longtemps, n'est-ce pas? Et le dernier grand exemple, c'est le Daibukyo Jiten de Mochizuki Shinko, n'est-ce pas? Qui, lui est mort en 1948 et son grand dictionnaire, qui avait été terminé par ses successeurs, notamment Tsukamoto Zenryu, a été publié dans les années 1954-1963 et entièrement en japonais classique, ce qui pose maintenant de grandes difficultés puisque les étudiants japonais, les jeunes japonais lisent de moins en moins bien ce style. Nous nous contenterons aussi de mentionner un livre encore bien répandu grâce à sa republication dans une collection à grand tirage que vous voyez ici, donc l'histoire de l'époque d'Edo de Mikami Sanji, qui est écrit entièrement en japonais classique. Mikami Sanji est mort en 1939 et ce texte a été publié pendant la période de guerre, n'est-ce pas, en 1943 et 1944. Mais il est encore très lu au Japon et même apprécié d'historiens. Je l'apprécie moi-même pour son style qui est tout à fait extraordinaire parce que c'est vraiment un style entièrement kanbunisé, si j'ose dire. Ainsi, la résurgence, plutôt que la renaissance, du style chinois de la fin de l'époque d'Edo se prolonge en écho à travers le style sino-japonais jusque bien avant dans le XXe siècle, le Wakan Konkobun. En même temps, la montée rendue inexorable du nouveau style moderne ne constitue pas une rupture complète avec le style ancien. Le style nouveau représente plutôt un compromis entre le style sino-japonais et une construction linguistique nouvelle dont il est difficile de dire qu'il s'agit tout bonnement du japonais parlé. J'en veux pour indication la difficulté que vous connaissez tous, tous ceux qui essayent d'écrire en japonais, non seulement pour parler, mais qu'on essaye d'écrire en japonais moderne. Et c'est un problème qui se pose aux auteurs japonais eux-mêmes. Je ne parle pas des auteurs de textes littéraires, parce que là, évidemment, ça rentre dans le ton littéraire. Mais ceux qui doivent écrire un essai ou une communication savante, n'est-ce pas?
C'est la construction la plus élémentaire du japonais, la copule, n'est-ce pas, l'équivalent du verbe être. On sait que les propositions sur le modèle japonais, n'est-ce pas, watashi wa tempura des, n'est-ce pas, la construction wa des, ou de, etc., représentent 80% des énoncés du japonais moderne, selon certaines statistiques linguistiques. Il n'y aurait bien sûr aucune hésitation en japonais classique, qui reprend le sino-japonais nari dans le même cas. Mais il suffit de parcourir quelques essais modernes pour se rendre compte de ce que certains reprennent la forme standardisée de aru, qui est une forme parfaitement absurde, qui provoquait déjà les moqueries de Tanizaki Junichiro, par exemple. D'autres, gênés par cette tournure de moins en moins bien reçue par les lecteurs contemporains, ont recours à la forme da, plus typique de la langue parlée. Mais laquelle, n'est-ce pas? Puisque dans les textes anciens d'Edo, ou au début de Meiji, on trouve souvent les formes ja plutôt que da. Mais on ne peut dire qu'elle soit bien accueillie non plus, senti qu'elle est comme trop proche de la langue parlée, voire vulgaire. La forme qui semble susciter le moins de réactions est la forme parlée polie en des, justement. Elle est d'ailleurs largement moderne dans son élaboration. C'est sans doute une abréviation de de gozaimasu. Mais l'usage oral répété l'a fait admettre dans l'ensemble du monde japonais. Malgré tout, l'affaire n'est pas du tout réglée. Je m'amuse à comparer les textes les plus modernes, n'est-ce pas, et on voit l'hésitation. Maintenant, la grande concurrence est entre da et des, me semble-t-il. Toutes ces considérations devraient être corroborées par les vrais linguistes. Mais l'essentiel reste. La langue moderne japonaise, réputée être fondée sur le principe de l'adéquation de l'écrit et de l'oral, le Genbon Ichi, est une élaboration très consciente, faite à partir d'un état de langue qui était lui-même le fruit d'un long travail littéraire, le résultat du démarquage séculaire de la langue chinoise en japonais. J'ai employé plusieurs fois le mot démarquage, n'est-ce pas? Il faudrait redire à quel point je trouve fructueuse la notion d'altération plutôt que démarquage, qui est développée par M. Romain Menini. Je ne sais pas si je vous ai donné. Non, je ne l'ai pas donné. C'est un jeune spécialiste de Rabelais, Romain Menini, qui vient de publier en 2014 un travail monumental qui s'appelle Rabelais altérateur, ou grécisé en français. Et oui, il montre comment le style de Rabelais est une transposition du style grec en moderne, en français moderne de l'époque, n'est-ce pas? Et donc il ne s'agit absolument pas le style rabelaisien n'est pas du tout du français parlé, c'est au contraire un français extrêmement savant, pétri d'influence gréco-latine. Et en 1180 pages, je crois, M. Menini montre cela de façon tout à fait irréfutable. Et cette notion d'altération, c'est-à-dire de prendre un texte ou des textes fondateurs, les altérer, c'est-à-dire lorsque je parlais de démarquer, c'était en même temps utiliser un procédé par lequel la langue devenait autre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je ne devrais pas employer le terme de déguisement, mais on créait une langue originale, on créait vraiment une nouvelle tradition, mais en réalité, elle était fondée sur une autre tradition. Et d'ailleurs, ce qu'a montré aussi notre colloque sur les textes fondateurs du mois de juin, c'est que un texte fondateur n'est vraiment fondateur que s'il est fondé lui-même, n'est-ce pas? C'est en réalité un passage de tradition d'une époque à l'autre. Je vois que tout récemment est apparu un livre sur James Joyce, n'est-ce pas, ce roman Ulysse et le Finnegan Wakes, une monographie entière consacrée au latin de James Joyce. Et enfin, c'est quelque chose qu'on connaît, mais qu'on connaît de façon un peu empirique en quelque sorte. En réalité, James Joyce est pétri de grammaire latine et on ne peut. Vous savez que Ulysse est considéré comme le roman fondateur du XXe siècle. Et en réalité, il s'appuie sur une tradition linguistique extrêmement solide et là encore altérée. C'est une altération. C'est pour ça que ce concept me semble tout à fait fructueux.
Cette élaboration, ce démarquage, cette altération n'est nullement le transfert à l'écrit d'une langue orale. Et on trouve d'ailleurs nombre d'œuvres en langue parlée, n'est-ce pas? Non seulement des passages, chez Ihara Saikaku par exemple, vous trouvez des passages entiers en langue parlée, mais vous avez des œuvres en langue parlée dans la littérature d'Edo, soit dans les dialogues rapportés dans les romans, soit dans l'ensemble du texte lui-même. Je crois que je ne vous ai pas, oui. Oui, voilà, oui, je voulais vous parler par exemple du célèbre roman Tokaido-chu Shizakudige, n'est-ce pas, à pied sur le Tokaido, qui a été traduit en français par Jean-Armand Campignon chez Piquier il y a quelques années de cela, et qui est un roman qui a été publié, je vous le donne exprès parce qu'il a été publié en plusieurs livraisons entre 1802 et 1822. C'est-à-dire qu'il est exactement contemporain du Nihon Gaishi et du Sentetsu Sodan que je vous ai montré tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, à la même époque, vous aviez dans un Japon qui ignorait encore les problèmes de Genbun Ichi des textes en langue moderne, vous en avez d'autres encore, n'est-ce pas, le Ukiyo-budo, etc., où ce n'est pas théorisé, mais évidemment, cela existait. Donc cette politique de la fin du XIXe siècle repose sur des prémices tout à fait différentes. La nouveauté a consisté essentiellement non pas à noter la langue parlée, mais à l'adapter à des discours pour lesquels elle n'était pas préparée. Cette adaptation fut faite essentiellement en définissant un système régulier de terminaison grammaticale correspondant peu ou prou au japonais classique, tout en maintenant le vocabulaire savant ou élégant, désormais enchâssé dans un nouveau paradigme grammatical. Il est inutile de rappeler que ce procès s'accompagna d'un immense travail de création de néologismes, presque tous faits à partir du chinois classique, renforçant ainsi jusque dans la langue moderne l'antique lien hiéroglossique sino-japonais. Il est de ce point de vue très intéressant de lire les œuvres en langue classique et en langue moderne, rédigées par un même écrivain dans les années Meiji et Taisho, tels que Kodarohan, Kunikita Doppo, Nagai Kafu, et singulièrement dans les essais, les uishitsu. Et l'on comprendra combien ces auteurs sont imprégnés du rythme de la langue classique, au point que souvent, seule la terminaison de la dernière forme verbale permet de dire clairement que le texte est rédigé en l'un ou l'autre style. On peut prendre aussi l'exemple d'un texte aussi court et émouvant que les notes quotidiennes du calvaire de Masaoka Shiki, Byosho Rokushaku, n'est-ce pas, qui a été traduit récemment par Emmanuel Lozran sous le titre de Un lit de malade 6 pieds de long. Ce sont des notes qui étaient rédigées pour le journal, pour un journal quotidien, le Nippon Shimbun de l'époque. Alors, elles sont rédigées essentiellement en langue classique, mais avec de subtils glissements vers la langue moderne selon le degré d'intimité de la narration des sentiments ou des conversations. Si l'on garde à l'esprit qu'une partie qui paraîtra disproportionnée au lecteur moderne de ces notes sont consacrées à des questions de langue et de vocabulaire, souvent fort délicates et érudites, et là il faut saluer le travail d'Emmanuel Lozran, n'est-ce pas, tout traducteur normal, si j'ose dire, aurait éliminé ces notes. Lui, il les a toutes traduites et justement commentées, et c'est un aspect très important. On ne peut pas dissocier la réflexion, la poétique de Masaoka Shiki de sa réflexion sur la langue encore. Donc si l'on garde cela à l'esprit, on saisira mieux la profondeur et l'urgence de la relation entre les niveaux de langue à l'époque de Shiki, lorsque l'on pouvait encore envisager qu'il y eût un avenir pour la poésie de langue classique. Et que dire des textes philosophiques, qu'il s'agisse de Nishida Kitaro ou d'Ishizu Teruji, ou bien d'autres encore, qui furent éduqués dans la première moitié du XXe siècle, tout lecteur pourrait se livrer à un exercice fort instructif consistant à remettre leur texte dans la forme classique. Il s'apercevrait que la tâche est bien moins importante que l'on pourrait penser. On pourrait, au vu de cette généalogie stylistique, que l'on appellerait volontiers avec M. Saito Mareshi la lignée stylistique sino-japonaise, le Kambun Myaku, qui est un de ces... Je ne pense pas... Ah voilà, je vous l'avais ici, l'un de ces derniers textes, la réédition toute récente dans ces derniers textes, Kambun Myakuto Kindai Nihon, la lignée stylistique sino-japonaise et le Japon moderne.
Donc, on pourrait donc estimer que la question de la langue est résolue, car qu'elle s'est résolue à la manière grecque du dernier quart du XXe siècle, avec une sorte de fusion des procédés lexicaux du sino-japonais dans la langue japonaise moderne. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Si l'on peut dire, et encore faudrait-il mettre beaucoup de précautions à proférer cette affirmation, que le style sino-japonais a perdu considérablement de sa visibilité en tant que style indépendant, non fondu dans la langue moderne, on assiste ces dernières années à un mouvement assez notable de revitalisation du japonais classique, non plus comme objet de lecture passive, mais comme expression littéraire active. Je vous en donne quelques exemples ici. Je vous signale la parution du roman de Hirano Kiichiro, L'Éclipse, n'est-ce pas, Nisshoku, qui a été traduit en français d'ailleurs, paru en 1998, beaucoup s'en souviennent encore, c'est un immense succès de librairie, et il est écrit dans un style tout à fait... Alors, on pourrait encore une fois parler d'un style macaronique, mais c'est en japonais, bien sûr, mais avec des archaïsmes de langue, et non seulement des archaïsmes de bungo, c'est-à-dire de langue japonaise classique, mais des archaïsmes sino-japonais. Et ce qui est très intéressant, c'est que le roman est censé se passer en France au Moyen-Âge, justement. Alors, l'influence de Eco est manifeste, et pour donner cette impression de distance dans le passé, Hirano Kiichiro a élaboré une langue qui est vraiment un mélange de japonais moderne, de japonais tout à fait moderne, et de japonais classique, qui a séduit les Japonais, puisque ça a été un succès considérable. Malheureusement, il n'a pas continué l'expérience, il publie encore régulièrement, et il n'a plus recommencé cela. J'espère qu'il s'y remettra un jour. Mais je vous donne ici quelques publications, n'est-ce pas? L'une des publications les plus marquantes dans ce domaine, c'est le cours de composition en japonais classique, dont l'auteur, le professeur Izumoji Osamu, spécialiste des Setsuba, donc de la narration bouddhique médiévale, se proposait de faire une introduction à la rédaction de courtes historiettes et de waka. Nous trouvons aussi les publications indispensables pour qui veut rédiger en langue classique du professeur Serifu Kimio, dont l'une se veut un instrument de composition des waka classiques, n'est-ce pas? Gendaigo Kara Kongo Hikujiten, c'est vraiment pour écrire des waka en japonais classique. Nous avons suggéré par ailleurs que des écrivains parmi les plus éminents du XXe siècle japonais, que l'on s'attendrait peu à retrouver à propos d'une telle question, ne sont pas, tant s'en faut, assurés de la pertinence du choix langagier qui a été accompli à la fin du XIXe siècle. On n'oubliera pas non plus que c'est l'un d'entre eux, Kawabata Yasunari, qui nous a indiqué la complexité des rapports qu'entretiennent les écrivains modernes avec la langue, les langues anciennes. Nous voyons donc que la situation langagière japonaise, du fait même qu'elle est purifiée des éléments adventices que l'on pourrait, jamais purifier entre guillemets bien sûr, des éléments adventices que l'on pourrait considérer comme fondamentaux lorsqu'on l'étudie dans d'autres domaines culturels, fait apparaître toute la complexité des rapports de langue quand ils sont en quelque sorte laissés à eux-mêmes. Ils ne sont en fait jamais résolus, et il serait présomptueux de penser que la situation se soit définitivement stabilisée. Nous voudrions, pour terminer, évoquer l'un des plus impressionnants témoignages de ce qu'il serait inconvenant d'appeler la survie, à moins de l'utiliser dans le sens de Derrida, n'est-ce pas, la vie au-dessus, car il s'agit de beaucoup plus que cela, mais de la vie tout simplement, de cet art antique, divin par son origine et axe de la langue japonaise, qu'est le waka. Nous avons eu la chance, au mois de novembre, d'être admis à visiter la résidence ancestrale de la famille Reizei, dont la génération actuelle est la 25e depuis les illustres aïeux que furent les grands poètes Fujiwara no Toshinari, c'est-à-dire Shunzei, et Fujiwara no Sadaiie, c'est-à-dire Teika. Teika singulièrement, 1162-1241, un contemporain donc de Jien. Dans cette demeure, restée presque telle qu'elle était au début du XVIIe siècle, puisqu'elle avait brûlé, l'ancienne avait brûlé, la descendante actuelle, Madame Reizei Kimiko, poursuit l'activité poétique de ses ancêtres en enseignant le waka traditionnel à plusieurs dizaines d'élèves qui se réunissent régulièrement plusieurs fois par semaine. Chaque année est publiée par ses soins une collection des poèmes réalisés dans l'année par ses disciples.
la collection de l'édition de 2015 compte près de 3000 waka. Je me garderai d'opposer le tanka moderne, je n'insiste pas sur la différence entre tanka et c'est une différence d'appellation. Le tanka est l'appellation moderne du waka, n'est-ce pas, qui a connu un succès éruptif avec le fameux recueil Sarada Kinembi, dont certains de vous se souviennent peut-être, de Madame Tawara Machi en 1987. Donc, je ne veux pas opposer ce tanka moderne au waka classique. Ne serait-ce d'ailleurs que parce que cette dernière, Madame Tawara Machi, se réclame explicitement de la tradition classique. Et elle a écrit d'ailleurs un livre d'impression personnelle sur le Genji Monogatari. Et elle prétend la vivifier, cette tradition, plutôt que l'abolir. Il n'en demeure pas moins que les œuvres présentées par le cercle de Madame Reise, si elles ne prétendent pas suivre aveuglément les critères traditionnels, en entendant par exemple maintenir une certaine liberté à l'égard des formes grammaticales classiques, ou bien de l'emploi des mots de saison, n'est-ce pas, des kigo. Donc ces œuvres sont ce que l'on peut trouver de plus fidèle à l'époque actuelle à ce genre millénaire. On relèvera en particulier qu'est scrupuleusement observé, pour les sondages que nous avons pu effectuer, n'est-ce pas, je n'ai pas lu les 3000 waka, mais j'en ai parcouru le plus grand nombre possible de ce point de vue. Donc on relèvera le refus du vocabulaire sino-japonais au profit du seul vocabulaire japonais. Refus que le tanka moderne a résolument aboli, ainsi que le montre le titre même du recueil le plus célèbre de Tawara Machi, n'est-ce pas, Sarada Kinembi. Elle commet elle transgresse deux règles. Non seulement Kinembi est un mot sino-japonais, mais Sarada en plus est un mot occidental. Donc en attendant, et en matière de célébration de ce premier cours qui se tient si tôt dans l'année, je présenterai pour conclure le poème qui avait été donné par Mme Reise en tête du recueil évoqué plus haut. On y trouvera deux traits significatifs. Tout d'abord, l'adéquation aux normes d'usage pour un thème imposé à l'avance, un kendai, celui de la jeune fougère, Sawarabi, pour le premier mois de l'année lunaire. Mais aussi, tout à la fin, la très discrète intrusion d'une terminaison verbale moderne. Encore que même on pourrait en défendre l'usage du point de vue classique, mais ça nous emmènerait trop loin, donc je préfère considérer qu'ici que c'est une forme moderne. Je n'en ai pas parlé à l'auteur, d'ailleurs c'est une surprise, je n'ai pas dit que je présenterais ce poème. Et donc, d'ailleurs, cette intrusion d'une forme verbale moderne n'est que fort rarement imitée par ses disciples, pour autant qu'un examen rapide le montre. Voici donc ce poème, n'est-ce pas, Yukidoke no. Alors, je vous donne vous voyez que donc, Madame Reise porte de la fidélité à la tradition jusqu'à ne pas mettre les nigoriten, n'est-ce pas? Donc, il faut lire ce texte comme vous liriez un recueil de l'époque de Heian, et vous mettez de vous-même les nigoriten. Donc, la translittération que j'en ai mis permet de résoudre ce petit problème. Je vous donne ici ma traduction. À la fonte des neiges, sur la surface du marais, l'eau en vaguelette vient caresser la berge, demandant aux jeunes fougères d'éclore. Voici une illustration que j'ai trouvée sur l'Internet de ce qui me semble de ce poème. Et c'est en même temps un poème propitieux de bonne année. Je vous souhaite à mon tour une bonne année. Je vous remercie d'avoir été attentifs. La semaine prochaine, nous entrerons plus dans des détails de l'époque de JM. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.